Oui, je parle souvent d'Héraclite ou de Parménide, parce que disons que du point de vue ontologique, Héraclite et Parménide, en projection anticipée sur Hegel et Marx, sont ceux qui ont poussé le plus loin la vision radicale de l'être. Mais Empédocle, c'est aussi très très intéressant, et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que Empédocle a posé les grandes articulations du cosmique générique propre à chaque individu sur la dimension du jouir, sur la dimension du satisfaire, à travers justement l'opposition entre Eros et Thanatos, entre l'amour et la haine, entre le saisir et le dessaisir, entre le jouir vrai et le jouir faux. Donc il y a déjà une vraie compréhension quelque part de ce qui va positionner, ce que l'on retrouve chez Marx dans les manuscrits de 44, ou ce qu'on retrouve avec Debord dans la Société du spectacle, quand on positionne la véritable satisfaction humaine dans le vrai plaisir, et quand on l'oppose au fétichisme de la marchandise et au plaisir fallacieux. Et à partir de là est clairement positionné le jouir comme relation d'universalité, le jouir comme unité supérieure de la rencontre à l'autre, le jouir non pas comme addition mais comme multiplication. Donc il y a quelque chose de très profond et de très riche chez Empédocle, qui permet d'ailleurs d'analyser les personnalités pathologiques du champ contemporain du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que plus je m'épanouis en richesse d'être, en vérité d'humanité profonde, plus je suis sur une dimension d'éros. Éros, c'est la caresse du vent, c'est la caresse de l'arbre, c'est la caresse du corps de l'autre, c'est la caresse du goût et des repas, c'est la caresse du vent. Éros, c'est cette compréhension que toute vie vient de tendresse fertile. Il y a réellement quelque chose de puissant sur la définition de notre être générique. L'être générique vibre par l'éros. Il s'épanouit par l'éros, il s'émancipe par l'éros. Par contre, le pouvoir, la domestication, la structure sociale aliénatoire, l'État, l'argent, c'est Thanatos. Ce sont des formes de mort, ce sont des formes d'objets, ce sont des formes froides, ce sont des formes de réification. Il y a donc le chaud et il y a donc le froid. Le pouvoir n'est jamais chaud. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le prochain livre qui va donc sortir là, sur commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, on m'a posé plusieurs fois la question de Sade. Et j'en parle parce que Sade, hormis le côté pitoyable de l'écriture, hormis le côté lamentable des gesticulations corporelles, c'est une très bonne anticipation pour quelqu'un qui veut comprendre la glaciation sexuelle des temps contemporains. Si vous lisez les 120 journées de Sodome, il y a tout sauf de l'éros. C'est le sexe machine, c'est le sexe froid, c'est le sexe thanatique. On torture, on flagelle, on assassine, et c'est une immense accumulation de corps fétiches. Marx dit que le capital est une gigantesque accumulation de capital, de marchandises. Debord disait que le fétichisme de la marchandise, c'était une immense accumulation de spectacles. Si vous lisez les 120 journées de Sodome, c'est une immense accumulation de corps fétiches réifiés dans des gesticulations sexuelles sans éros, sans vibration, sans amour. C'est du sexuel thanatique. Et c'est quelque part une préfiguration aliénatoire de ce que l'on trouve aujourd'hui dans les vastes couloirs des nomenclaturas au pouvoir, dans ces gesticulations sexuelles mécaniques pitoyables qui vont des prostituées de luxe au réseau pédophile. C'est-à-dire que plus j'entre dans le pouvoir, c'est ce que disait Simone Veil quand on disait tout à l'heure un certain nombre de choses sur elle, elle dit que les hommes au pouvoir sont des choses, ce sont des choses négatives. C'est-à-dire que être au pouvoir, c'est être au sommet de la chosification, mais c'est pas être simplement au sommet de la chosification en termes de pyramide, c'est être au sommet de la chosification en termes de contenu totalement anti-jouissif. Donc on comprend très bien qu'un paysan du Cantal qui touche la motte de terre, qui a un rapport naturel à la vache et à la forêt,
au fromage et à la rivière, et une relation de sensualité à sa femme qui soit une relation de charnélité érotique vraie. On comprend très bien par contre que dans les réseaux des structures les plus artificielles du pouvoir bancaire international, on ait une somme incroyable de pathologies fétichistes, sanguinaires, péri-sadomasochistes ou sadomasochistes déclarés. Si on lit les 120 journées de Sodome, on voit dans les 120 journées de Sodome l'ennui érotique infini des hommes de puissance. Dans les 120 journées de Sodome, on voit les nomenclaturats de l'époque enfermer des corps, entassés les uns sur les autres, pour en jouir comme de la chair à travail. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est décisif, et c'est en ça que quelque part Empédocle est génial, parce que Empédocle, des siècles avant Hegel, avant Marx, avant Debord et avant la critique subversive des groupes radicaux contemporains, a, dans ces temps où les communautés premières s'étaient dissoutes et où émergeaient les sociétés de l'avoir, les sociétés de l'État, les sociétés de l'argent, il a compris qu'il y avait une antinomie radicale entre l'éros de l'émancipation des jouirs véritables et le thanatisme, justement, des structures d'aliénation, de dépossession et de sécheresse. Autrement dit, un homme de pouvoir ne jouit jamais. Un homme de pouvoir jouit du pouvoir et donc du pouvoir qu'il exerce sur les corps. Et ce que nous apprend Sade, c'est que, contrairement aux débilités post-68 du carnaval intellectuel de tous les débris éditoriaux qui ont pu encenser Sade, Sade est l'expression la plus radicale du sadomasochisme, du fétichisme de la marchandise tel qu'il s'illustre de manière contemporaine. Le pouvoir est antithétique à la jouissance. Et c'est précisément parce que l'acte d'émancipation humaine sera un acte d'abolition de tous les pouvoirs et de toutes les séparations qu'enfin les corps pourront vibrer dans une tendresse, dans une émotion et dans une jouissance infinie, et que plus je suis en le pouvoir, plus je suis dans le pouvoir, plus je suis sur le pouvoir et du pouvoir, moins je jouis, et puisque moins je jouis, je suis obligé de compenser. Tout ce qui est vidé en moi de ma vraie jouissance potentielle qui n'existe plus doit se remplir de thanatisme. Et le sadisme, qui est devenu, à travers toutes les perversions fétichistes aujourd'hui de l'ordre narcissique de la marchandise, c'est pas anodin. Ça ne se passe pas au IVe siècle après Jésus-Christ, ou ça ne se passe pas au XVe siècle après Jésus-Christ. Bien évidemment, dans la décadence romaine, dans la décadence urbaine du culte narcissique, j'ai déjà tous ces actes-là. Mais ils sont limités à la décadence orgiaque d'une petite couche de la population romaine en décadence. Aujourd'hui, dans cette gigantesque dépravation urbaine du capital intégral réalisé, j'ai des réseaux et j'ai toute une série de sadismes organisés industriellement parce que toutes les classes au pouvoir sont des classes qui ne peuvent jouir de la vie. Dans la grande dépossession qui fait qu'ils sont le pouvoir et qu'ils sont dans une confusion orgasmique au pouvoir, ils sont incapables d'avoir un orgasme d'homme. Et quand on ne peut pas avoir d'orgasme d'homme, on a des orgasmes machines de surcompensation industrielle. Et c'est là où l'homme réifié absolu du pouvoir absolu ne peut avoir que des orgasmes de réification et de chosification. Et donc, en ce sens, l'œuvre de Sade annonce ce qui se passe aujourd'hui dans les palais bancaires internationaux des nomenclaturas supérieures. Plus je monte dans l'ordre des hiérarchies sociales de la nomenclatura supérieure, plus je suis un déshumanisé, plus je suis un abruti réifié, et ma sexualité ne peut être qu'une sexualité d'abruti réifié.